Donc en effet, merci d'être là pour ce volume 2 du séminaire sur les Nobel 2019. Donc le premier volume, on avait parlé de l'attribution du prix Nobel, la première moitié conjointement à Michel Mayor et Didier Queloz, qui avait découvert en 1995 la première exoplanète autour d'une étoile de la séquence principale. Et aujourd'hui, on va parler des contributions de James Peebles, qui reçoit la deuxième moitié du prix Nobel, pour ses contributions à la cosmologie physique, qui nous aide donc à avoir une meilleure compréhension de l'évolution de l'univers. Alors, je dois vous prévenir que j'ai été un peu zélé et que j'ai un peu trop de matériel, et donc je risque de ne pas vous laisser le temps de lire tout ce qui s'affiche sur les diapos. Je vous renvoie la vidéo, si vous voulez faire pause sur image et vous enquérir des détails. Alors, je commence ma petite rétrospective avec l'année 1900, durant laquelle Max Planck découvre la loi de rayonnement du corps noir, qui est la radiation émise par un corps en équilibre thermique. Donc c'est la petite courbe en cloche asymétrique qu'on voit ici. Et cette loi fait intervenir une nouvelle constante de la nature, la constante de Planck. C'est donc la première loi qui fait explicitement intervenir la nature quantique de la réalité, en l'occurrence le champ électromagnétique. Et on fait souvent dater le début de la mécanique quantique de cette loi, ce qui est vrai, mais c'est aussi une loi qui est importante pour la cosmologie, comme on le verra par la suite. Alors également en préparation à la toute petite préhistoire de la cosmologie, j'aimerais parler de l'année 1915 parce qu'il se passe deux choses. Un premier type d'observation qui en appellera beaucoup d'autres par Westhoff-Leifer, qui étudie le redshift des nébuleuses spirales. Et il constate qu'en moyenne, la vitesse déduite de ces nébuleuses est 25 fois la vitesse des étoiles de la Voie lactée. Ce qui indique que ces nébuleuses ne sont pas liées gravitationnellement à la Voie lactée. Donc soit elles sont en train de partir, soit elles sont déjà parties depuis longtemps. Et donc c'est la première d'une longue série d'observations du même type. Mais surtout en 1915, le 25 novembre 1915, Einstein complète la théorie de la relativité générale et donne les équations du champ de gravitation qui les accompagnent. Et cette théorie formera le cadre, et forme toujours le cadre de la cosmologie moderne. Et en effet, il aura donc tôt fait de mettre cette théorie à l'usage, en particulier en écrivant en 1917 le tout premier papier de cosmologie. Donc il fonde la cosmologie comme science en tout cas mathématisable. Lorsqu'il essaie d'appliquer ces équations de la gravitation à l'univers dans son ensemble, il constate qu'il n'y a pas le choix, l'univers doit être soit en contraction, soit en expansion. Or, expérimentalement, pour autant qu'on puisse juger à l'époque, sauf quelques observations anecdotiques, pour l'instant anecdotiques, l'univers a l'air statique. Donc, il est obligé d'amender les équations de la relativité générale et d'y ajouter un terme additionnel qu'on appelle le terme de constante cosmologique, qui joue le rôle d'une densité d'énergie du vide qui a des effets antigravitationnels. Et donc, le modèle qu'Einstein va proposer, c'est un modèle dans lequel l'espace est spatialement clos-isotrope, c'est une trois sphères, et qui est temporellement statique, si on a un choix adapté de constante cosmologique. Donc l'introduction de la constante cosmologique, en fait, répond plutôt à un impératif observationnel. Il apporte aussi d'autres bonnes raisons théoriques pour l'introduction de cette constante, mais ça, c'est encore une autre histoire. Alors, dans une lettre à William de Sitter, il dit « Ok, j'ai peut-être commis une espèce d'indélicatesse à l'encontre des endroits des équations de la gravitation, mais il se rend compte que c'est leur forme la plus générale, en vérité. C'est pas quelque chose de moche théoriquement, c'est la forme la plus générale des équations de la gravitation. Et il dit surtout quelque chose d'assez prémonitoire. Il explique que peut-être qu'un beau jour, on connaîtra la loi qui donne le décalage spectral des corps lointains en fonction de leur distance. Et qu'une fois qu'on connaîtra cette loi, on sera en mesure de déterminer empiriquement si oui ou non la constante cosmologique existe. Donc gardez ça en tête, on est en avril 1917, c'est tout à fait prémonitoire. Et William de Sitter sera celui qui, après Einstein, proposera un modèle d'univers qui contient uniquement de la constante cosmologique et où deux corps s'éloignent exponentiellement vite. En 1922, Alexander Friedman va classifier toute une classe de solutions cosmologiques aux équations d'Einstein. Il va donner des exemples d'univers en expansion accélérée, expansion ralentie, expansion arrêtée et recontraction. Mais surtout, il va montrer que pour une classe tout à fait générique de solutions, on a des univers qui n'existent que depuis un temps fini. Par exemple, là, il donne une équation qui est le time écoulé depuis... Pardon, excusez-moi, j'ai abusé. Je me suis trompé. Voilà. Il donne ici une équation qui donne le temps écoulé depuis ce qu'il appelle la création du monde et qui dépend de la densité de l'univers et de la constante cosmologique. Ensuite, en 1924, observation expérimentale, Hubble entre dans notre histoire. En étudiant les céphéides contenus dans les nébuleuses 31 et 33 du catalogue de Messier, il va réaliser que ces nébuleuses sont en fait bien au-delà des limites connues de la galaxie. Donc c'est en fait des nébuleuses extra-galactiques.
Et en fait, on aura même tôt fait de réaliser que ces nébuleuses sont en fait pas des nébuleuses, mais des galaxies de plein droit, en vérité. Et donc, cette année, l'univers devient subitement immensément plus grand. Ça fait même pas un siècle qu'on prend conscience des véritables dimensions de l'univers. Suite de notre histoire, 1927, Georges Lemaître, célébrité nationale, va être le premier à faire le lien entre des modèles d'univers relativistes et les observations qui s'accumulent sur le mouvement de récession des nébuleuses extragalactiques, c'est-à-dire des galaxies. En particulier, il va indiquer que dans un univers en expansion, la vitesse d'un corps est reliée à la distance à laquelle il se trouve de nous. Donc c'est l'équation 23 ici que je corrige pour une petite coquille, où V, c'est donc la vitesse, R, c'est la distance à laquelle le corps se trouve de nous, et le rapport des deux est une constante, et ça donne la loi de Hubble-Lemaître. Pourquoi Lemaître? On va le voir dans un instant. Et donc ce rapport constant, c'est ce qu'on appelle, qu'on note aujourd'hui H0, donc la constante de Hubble. Et il va évaluer la valeur de cette constante à peu près 625 km par seconde par mégaparsec en se basant sur des observations de Hubble et de Stromberg. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que 1 mégaparsec d'espace, donc 1 mégaparsec c'est 3,26 millions d'années-lumière, 1 mégaparsec d'espace c'est en chaque seconde de 625 km. Donc c'est le facteur d'expansion de l'espace lui-même. Et en effet, il va expliquer, il y a juste besoin de lire la phrase parce qu'il n'y a rien à ajouter, il dit ici « L'éloignement des nébuleuses extragalactiques est un effet cosmique dû à l'expansion de l'espace ». Voilà. Donc il est le premier, à ce que je sache, à faire le lien, enfin à expliquer le mouvement de récession des galaxies, des nébuleuses extragalactiques, pas par un mouvement intrinsèque sur l'espace, mais par une expansion de l'espace lui-même. Malheureusement, il écrit en français, donc son travail est faiblement diffusé, et ce qui fait qu'en 1929, Hubble va redécouvrir ça, empiriquement. Il va étudier l'éloignement des galaxies en fonction de leur distance, ce sont les points de données qu'on voit ici. Et il va estimer que ces points dispersés peuvent essentiellement être interpolés via une droite, un petit peu avec les yeux de la foi, mais bon, pourquoi pas. Et il va évaluer la nature de la pente de cette droite. Vous voyez que les dimensions de cette pente, puisqu'ici on a une distance en mégaparsec et là une vitesse, les dimensions de la pente c'est une vitesse par mégaparsec. Et en effet, il va trouver une pente de 500 km par seconde par mégaparsec. C'est donc la fameuse constante de Hubble, qui est que l'estimation est compatible avec celle faite par Lemaître 2 ans auparavant. Et il va signifier que, bien sûr, on a besoin de vérifier que cette relation linéaire se confirme à plus grande distance. Et il signifie aussi qu'il est conscient que cet effet linéaire peut être dû à un effet d'expansion de l'espace qu'il appelle l'effet de Sitter, parce qu'encore une fois, il ne connaît pas le travail de Lemaître. En revanche, il connaît le travail de Sitter, qui essentiellement dit la même chose. Dans un univers avec uniquement une constante cosmologique, on a un effet de récession des objets. Et donc voilà. Alors, ces modèles, donc, ce qu'on voit à partir de cette époque, c'est que le fait de l'expansion de l'univers reçoit de plus en plus de soutien expérimental. Grâce au modèle cosmologique relativiste, on est conscient que c'est la densité de matière de l'univers qui préside au taux d'expansion. Et donc la question c'est, quelle est la densité de l'univers? Alors à cet égard, en 1933, Fritz Zwicky va soulever un problème intéressant. C'est que dans ce papier, il va expliquer que si on regarde un petit peu la densité d'étoiles et de galaxies visibles au télescope, et qu'on extrapole, on trouve qu'il faudrait 1000 fois plus de matière qu'on en voit sous forme d'étoiles et galaxies pour expliquer le taux d'expansion de l'univers. Il dit effectivement, si on néglige la constante cosmologique, il faut donc imaginer que l'essentiel de la matière de l'univers se trouve sous forme de ce qu'il appelle de la matière froide ou sombre. Alors ici, froid et sombre, c'est deux choses synonymes. C'est parce que la matière est froide, thermodynamiquement froide, qu'elle est sombre parce qu'elle n'émet pas de lumière. D'accord ? Premier argument, il y aurait de la masse manquante au niveau cosmique. Deuxième argument, il étudie la dynamique de l'amas de coma, un amas de galaxies, et il remarque que les vitesses de ces galaxies sont beaucoup trop grandes pour empêcher l'amas de se disperser. Il faudrait en fait, il explique, 400 fois plus de matière sombre dans les amas pour expliquer que des vitesses qui aillent aussi vite ne se dispersent pas dans l'univers. Et il signifie que, curieusement, c'est le même ordre de grandeur que celui qu'on a déterminé par des arguments cosmologiques. Donc c'est la première fois qu'on met en évidence le problème de la masse manquante, ou matière noire, qui expliquerait à la fois la dynamique cosmologique et la dynamique des amas. Alors, modulo ce problème, comme on disait, le fait de l'expansion de l'univers commence à être bien établi, et une des possibilités, c'est que si l'univers est en expansion maintenant, dans un passé lointain, il devait être beaucoup plus petit, plus chaud et plus dense. Et ça offre une
un mécanisme possible d'explication de l'abondance relative des éléments dans l'univers. En 1948, qui est une année importante pour la cosmologie, il y a 3 chercheurs qui vont déterminer que dans cet état primordial, les températures devaient être de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards de degrés, et donc c'était suffisant pour avoir un phénomène de nucléosynthèse primordiale. Des noyaux atomiques de plus en plus lourds sont synthétisés. Sauf que comme ces conditions sont uniquement transitoires du fait de l'expansion de l'univers, rapidement ces conditions ne sont plus réunies, la nucléosynthèse s'arrête. Donc on devrait avoir beaucoup plus d'éléments légers que d'éléments lourds. Et effectivement, leur calcul approximatif, c'est la courbe lisse qu'on voit ici, reproduit correctement la tendance de la courbe observationnelle qui est ici oscillante. Donc c'est un des succès importants à mettre au crédit de ces modèles d'univers en expansion à partir d'un commencement chaud, de pouvoir reproduire qualitativement dans un premier temps et puis quantitativement ensuite les abondances relatives des éléments dans l'univers. Alors pour la petite histoire, Gamow était le directeur de thèse de Alpher, et il s'est dit, tiens, on va faire signer Hans Bethe, qui n'avait pas du tout travaillé sur le sujet quasiment, juste pour que le papier qui traite de la nucléosynthèse primordiale dans l'univers jeune s'appelle Alpher Bethe Gamow, alpha beta gamma. Donc c'est de l'humour russo-américain, visiblement. 1948 aussi, Alpher et Hermann vont être les premiers à souligner le fait que dans cet état primitif de l'univers de haute densité, la radiation devait être en équilibre avec le plasma primordial, et que après l'expansion de l'univers, cette radiation a pu être libérée et conserver son caractère thermique malgré l'expansion de l'univers. Si bien qu'aujourd'hui encore, l'univers devrait être rempli d'un rayonnement thermique, donc avec un spectre de corps noir, dont ils évaluent la température à 5 degrés Kelvin aujourd'hui, ce qui n'est pas très loin de la valeur admise aujourd'hui. Et donc c'est la première fois qu'on prédit, dans ces modèles d'univers, que l'univers doit être rempli d'un ce qu'on appelle un CMB, une radiation micro-ondes résiduelle de cette époque lointaine. Alors ces modèles d'univers en expansion à partir d'un état de très haute densité vont recevoir leur nom de baptême de la part de l'un de leurs plus farouches opposants, toute sa vie, même tardivement, malgré le consensus général, Fred Hoyle, qui était partisan de cosmologie qui satisfaisait à ce qu'on appelle le principe cosmologique parfait, et qui proposait ce qu'on appelle la cosmologie stationnaire. Donc dans une émission de la BBC de 1949, alors qu'il décrivait, pour les besoins d'une émission de vulgarisation, les idées cosmologiques de l'époque, il disait que ces modèles auxquels il s'oppose supposent que toute la matière de l'univers a été créée dans un grand boom, dans un passé reculé, un Big Bang. Voilà. Et comme vous le savez, c'est une terminologie qui aura une postérité extraordinaire, puisque aujourd'hui, tous les modèles d'univers en expansion à partir d'un état très chaud, on appelle ça les modèles de Big Bang chaud. Voilà. Et donc avec cet acte de baptême, s'achève ce que j'appellerais l'époque des débuts de la cosmologie, et on entre dans l'âge classique, qui commence en 1965, quand Penzias et Wilson, qui sont 2 ingénieurs des laboratoires Bell, cherchant à calibrer leur antenne, ne parviennent pas à expliquer un excès de signal dans l'antenne, un signal qui semble homogène sur toute la sphère céleste, libre de toute variation saisonnière, et dont ils estiment la température à 3 degrés Kelvin et demi. Et ils expliquent qu'ils se gardent bien de donner une interprétation, mais qu'il y a un papier qui précède juste le leur dans le journal, qui est écrit par ces 4 auteurs, ici, Dickey, Peebles, Hall et Wilkinson. Donc Peebles, James Peebles, notre lauréat Nobel de l'année passée, qui est alors un jeune postdoc, ou un jeune doctorant même, sous la direction de Robert Dickey, fait son entrée dans le domaine de la cosmologie à ce moment-là. Et donc dans ce papier, ils expliquent qu'effectivement, dans les modèles de Big Bang chaud, on s'attend à trouver effectivement une radiation thermique qui baigne l'univers. Et ils expliquent que voilà, 2 d'entre eux, Rowley et Wilkinson, étaient sur le point de fabriquer quelque chose pour détecter ce signal quand ils ont eu vent des résultats de Penzias et Wilson. Mais qu'attention, il ne faut pas créer victoire tout de suite pour les modèles de Big Bang chaud, parce que la mesure de Penzias et Wilson ne se fait que dans une toute petite bande de fréquences, et que pour garantir que ce signal est bien le rayonnement fossile d'un Big Bang, il faut mesurer son spectre, pour vérifier que c'est bien un spectre de corps noir, un spectre thermique. Alors, en 1970, on progresse dans notre histoire, Peebles et co-auteurs vont être parmi les premiers, avec d'autres aussi, il y a des chercheurs soviétiques comme Sakharov, vont souligner le fait que le plasma primordial devait être parcouru d'inhomogénéités, des inhomogénéités qui ont vraisemblablement marqué de leur empreinte le CMB, le rayonnement de fond cosmique, et ils évaluent l'inhomogénéité du CMB à 1 part pour 10 000. Et ils calculent ce qu'on appelle le spectre de puissance
de ces inhomogénéités. Je ne peux pas rentrer dans le détail de ce que ça signifie, parce que je ne maîtrise même pas tous les détails de ce truc-là qui est assez compliqué. Mais en tout cas, il calcule une jolie courbe qui essentiellement caractérise ces inhomogénéités. Et il signale quelque chose d'intéressant et d'important, qui est que ces inhomogénéités dans le plasma primordial, qui a donc marqué de son empreinte le CMB, sont à l'origine des grandes structures de l'univers, en particulier des galaxies. Les galaxies proviennent de ces légères fluctuations de l'état primordial de l'univers. Et voilà, ils expliquent que donc c'est le but maintenant de la cosmologie physique que d'expliquer la formation des grandes structures à partir d'un état extrêmement isotrope de l'univers. Donc voilà, ça c'est juste les données. Ils disent voilà, l'univers d'aujourd'hui, il estime âgé de 10 milliards d'années et la température du CMB à 2,7 degrés Kelvin, ce qui est pas loin des chiffres d'aujourd'hui. Alors une petite digression pour vous dire qu'entre 71 et 73, le domaine est devenu suffisamment mûr pour que toute une série de livres à destination à la fois des étudiants et des spécialistes soient écrits. Il y a le classique Gravitation du Mr. Thornwheeler, un gros bouquin de 1000 pages que les étudiants certainement connaissent. Il y a le Hawking et Ellis, il y a le Siama aussi, qui était le directeur de thèse de Hawking. Il y a le Weinberg, qui recevra son prix Nobel en 1973 pour ses contributions à la physique des particules. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le premier de ces ouvrages, en fait, a été écrit par Peebles. Et donc, dans cette petite revue, que je ne vous laisse pas le temps de lire, le reviewer nous explique que précisément la singularité de ce livre, c'est qu'il met l'accent sur la question de la croissance des structures, c'est-à-dire des galaxies et des amas de galaxies, et que c'est le domaine d'expertise de Peebles, précisément. Et là, il y a un petit extrait du livre où Peebles nous explique que la tâche basique de la cosmologie physique, c'est de lister les ingrédients qui composent l'univers, puisque c'est justement le contenu en matière de l'univers qui préside à son évolution passée, présente et future. Alors, puisque c'est le contenu de l'univers qui dicte sa dynamique, justement, encore une fois, Peebles et co-auteurs vont souligner un phénomène intéressant qui fait écho au travail de Zwicky, qui est que quand on s'intéresse à la dynamique des nuages d'hydrogène dans les galaxies, on s'attendrait à ce que dans les galaxies spirales en particulier, étant donné que le profil de densité décroît en s'éloignant du centre, l'influence gravitationnelle décroît en proportion et que donc des nébuleuses qui sont proches du centre orbitent plus rapidement que des nébuleuses qui sont plus près de la périphérie. Or, il n'en est rien. Ils disent au contraire, les courbes de rotation des galaxies sont essentiellement plates. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décroissance de la vitesse de rotation des objets. Et ils soulignent que pour expliquer ça, il faudrait supposer qu'il y a 200 fois plus de matière non visible, c'est-à-dire pas sous forme d'étoiles, que d'étoiles dans une galaxie spirale. Et ils disent, ce qui est vraisemblable, c'est que les galaxies spirales sont immergées dans un immense halo de matière sombre, d'étoiles faiblement lumineuses, comme ils disent ici. Et ils étudient l'impact cosmologique de ce fait. S'il y a 200 fois plus de matière dans les galaxies que ce qu'on en observe, quel impact ça a sur la cosmologie et la dynamique de l'univers. Donc ces études préliminaires sur quelques galaxies vont être largement confirmées par Rubin et Bosma, séparément. Vera Rubin d'abord avec ses co-auteurs vont montrer que c'est vraiment un phénomène tout à fait générique. Ils vont étudier les courbes de rotation de plein de galaxies et constater qu'effectivement elles sont toutes plates. Donc en abscisse ici, on a l'éloignement au centre de la galaxie, là on a la vitesse, et plutôt que d'avoir une décroissance des vitesses qui suivrait le profil de densité des étoiles dans la galaxie, on a des courbes qui restent plates. D'accord. Ce qui a l'air d'indiquer qu'il y a de la matière sombre qui exerce une influence gravitationnelle sur les étoiles. Donc voilà, d'autres jolies courbes, et on a les mêmes résultats dans la thèse d'Albert Bosma, qui nous produit tout plein de jolies courbes. Alors, en 1982, on a un moment important. Peebles introduit ce qu'on appelle le modèle CDM, pour Cold Dark Matter. Sauf que maintenant, les mots ne veulent plus dire la même chose. Avant, et jusqu'au travail de Bosma et Rubin, on aurait pu penser que la matière sombre, c'était de la matière normale, on dirait baryonique, constituée d'électrons, de neutrons, de protons, en abusant un peu le terme baryonique. Mais Peebles va supposer qu'en fait, cette matière manquante est constituée de ce qu'il appelle des particules massives faiblement interactives. Alors pourquoi est-ce qu'il a besoin de ça? Parce qu'il remarque que si l'univers n'était peuplé que de matière normale, baryonique, on n'a pas des fluctuations de densité suffisamment importantes pour produire la croissance des galaxies comme on voudrait le faire. D'accord? Et que donc voilà, ça il s'explique ici, c'est pas possible. En revanche, si on suppose que la matière manquante est constituée d'une manque de particules massives qui n'interagissent pas électromagnétiquement, c'est ce qui explique le terme noir, sombre, d'accord,
par l'interaction électromagnétique, et que ces particules sont très massives, alors on peut effectivement reproduire un spectre de puissance du CMB adéquat et obtenir, disons, des galaxies, des fluctuations qui donnent naissance à des galaxies qui ont les masses et les caractéristiques qui sont celles qu'on observe. Alors qu'est-ce qui fait que cette matière sombre et froide, c'est pas sa température, c'est le fait que ce sont des particules non relativistes. Leur vitesse est faible devant celle de la lumière. Pourquoi c'est important? Parce que si les particules de matière noire étaient relativistes, elles se diffuseraient très rapidement et toute inhomogénéité serait gommée. En revanche, là, comme elles sont non relativistes, elles sont susceptibles de s'agglomérer sous l'effet de la gravitation et donc de créer les sites de nucléation pour la croissance des grandes structures et donc des galaxies. Donc c'est le fameux modèle CDM. Et 2 ans après, il va raffiner ce modèle en y incluant l'influence de la constante cosmologique. Qu'est-ce qui se passe quand on a une constante cosmologique dans ce modèle? Et ça, c'est donc le modèle lambda CDM. Lambda, la constante cosmologique, CDM, Cold Dark Matter. Donc avec ces 2 papiers, je dirais que s'achève l'âge classique de la cosmologie et on entre dans l'âge moderne. Quand un domaine est à ce point mature, comme je disais la dernière fois, on peut enfin demander des financements aux organismes de tutelle et on lance des satellites et on fait des missions extrêmement coûteuses. Donc la première d'entre elles, c'est COBE, lancé en 89, qui va confirmer que le spectre du CMB est bien un spectre de corps noir. La courbe file parfaitement, mesuré à 2,725 Kelvin. En fait, c'est le meilleur spectre de corps noir mesuré dans la nature. Il va aussi mettre en évidence les fluctuations de densité, 10-5, on n'est pas loin des 10-4 prévus par Hubble. Alors ça, c'était juste pour vous montrer comment est-ce qu'on obtenait le résultat. Il y a une légère composante dipolaire qui est due au mouvement de la galaxie dans l'amas local, qu'il faut soustraire. Il y a l'influence de le background qui est dû à la galaxie, ici la barre centrale. Et quand on soustrait ces 2 phénomènes, on a le signal propre du CMB. La résolution angulaire de COBE est assez grande, c'est 7 degrés. Par comparaison, la taille de la Lune dans le ciel, c'est un demi-degré. Donc c'est vraiment une grosse zone de l'espace. En tout cas, avec ça, la cosmologie entre dans sa phase de précision, doucement mais sûrement, et le taux de multiplication de publication est multiplié par 10. Alors les gens responsables de cette mission, Smoot et Mather, recevront le prix Nobel de 2006 pour ce travail, parce que ça confirme de façon assez éclatante les modèles de Big Bang chaud. En 1998, il va se passer quelque chose de très notable. On va mettre en évidence le fait que la constante cosmologique est non nulle, et même positive. Alors qu'est-ce que c'est qu'une supernova de type 1A? Comme c'est affiché ici, c'est ce qu'on appelle une chandelle standard. Et une chandelle standard, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène dont la luminosité, l'énergie intrinsèque est connue, si bien qu'on peut estimer la distance d'une telle chandelle standard en comparant sa luminosité mesurée à sa luminosité intrinsèque. Ça donne une estimation de sa distance. Et une supernova de type 1A, c'est la phase finale de l'existence d'une naine blanche dans un système binaire. Quand la naine blanche siphonne de l'atmosphère de sa compagne, sa masse augmente, sauf que la masse limite d'une naine blanche, c'est la masse de Chandrasekhar, 44 masses solaires, et donc quand la naine frôle cette limite, le cœur de carbone-oxygène fusionne et l'étoile explose. Et donc ça, c'est évidemment une chandelle standard, parce que l'énergie dégagée est à peu près toujours la même, à peu de choses près. Et donc ça peut servir de chandelle standard. Et donc on a 2 équipes qui vont lancer une grande campagne d'observation des supernovas de type 1A, à grande distance. Donc la première ici, de Ries et Schmidt, qui vont confirmer que ces supernovas de type 1A sont 10 à 15% plus loin que ce à quoi on s'attendrait si la constante cosmologique était nulle. Et donc que les données favorisent une constante cosmologique positive. Même résultat pour la 2e équipe, dirigée par Perlmutter, qui vont effectivement montrer que les données défavorisent fortement une constante cosmologique nulle et favorisent fortement au contraire, à 99% de confiance, une constante cosmologique positive. Et donc pour ce résultat, les 2 équipes auront le prix Nobel de 2011. Enfin les 2 équipes, les dirigeants des équipes. Prix Nobel, c'est toujours que 3 personnes, malheureusement. 2e mission spatiale qui va améliorer les résultats de COBE, c'est WMAP, qui a une meilleure résolution, 13 minutes d'arc, 1 degré c'est 60 minutes d'arc, et il va mesurer le spectre de puissance du CMB pour la première fois. Donc ce qui caractérise les fameuses fluctuations de densité. Donc les points noirs, c'est les points de données, et la courbe rouge, c'est le meilleur fit d'un modèle lambda CDM. Ça permet de confirmer déjà une première chose qualitativement, c'est que ce meilleur fit fait appel à de la matière noire et à une constante cosmologique positive. Donc ça confirme les résultats des équipes de 98 sur l'accélération de l'expansion de l'univers.
Et puis, donc, ce meilleur fit donne des paramètres cosmologiques. Ah, pardon, oui, ça c'est pour comparer avec le calcul, vous vous souvenez, de Peeble des années 70, où il avait calculé ce spectre de puissance. On voit qu'il y a qualitativement un accord pas mauvais. Et donc je disais que les paramètres cosmologiques donnés par ce meilleur fit de la courbe rouge nous donnent l'âge de l'univers, une estimation de la constante de Hubble, nous indique qu'il y a 4% de baryons, 5 fois plus de matière noire, et que la constante cosmologique représente l'essentiel du bilan énergétique de l'univers. On va encore améliorer ces résultats grâce à la mission Planck, lancée en 2009. Évidemment, maintenant vous comprenez pourquoi est-ce que la mission s'appelle Planck. Ça honore Max Planck, pour des raisons qui maintenant, je pense, sont claires. Sa résolution est encore meilleure, 5 minutes d'arc. Le spectre de puissance est mesuré dans les tout petites résolutions angulaires, ici. Dans le précédent plot, il y avait des grosses barres d'erreur. Donc les points rouges, c'est de nouveau les points de données, et la courbe verte, cette fois-ci, c'est de nouveau le meilleur fit d'un modèle lambda CDM. Planck mesure aussi la polarisation du CMB. Et donc les paramètres cosmologiques donnés par Planck, c'est un univers un tout petit peu plus âgé, une constante de Hubble en conséquence un tout petit peu plus faible, une constante cosmologique un chouïa plus faible aussi, un peu plus de matière noire, enfin surtout un peu plus de matière normale et toujours 5 fois plus de matière noire. Donc c'est une confirmation éclatante des modèles lambda CDM qui avaient été introduits par Peebles. Et donc ça justifie que, en tant qu'architecte de ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant le modèle de concordance, ils reçoivent le prix Nobel de 2019. Donc je ne sais pas où j'en suis, mais je pense qu'il est temps pour moi de conclure, en ouvrant sur quelques discussions et des problèmes qui restent ouverts, parce qu'on connaît visiblement plein de choses, on connaît l'âge de l'univers, on comprend à peu près sa dynamique, mais il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Un sujet qui est discuté en ce moment, c'est une tension dans les mesures de la constante de Hubble, qui, encore une fois, mesure le taux d'expansion de l'univers. On a deux mesures différentes, deux classes de mesures différentes. On a un chiffre qui est donné par les mesures du CMB, on a un autre chiffre qui est donné par les mesures de supernova, et les deux chiffres, maintenant, sont incompatibles, ils sont en dehors de leur barre d'erreur respective. Donc il y a une tension, la question c'est est-ce qu'on a des erreurs systématiques dans les expériences, ou est-ce qu'on a une nouvelle physique qui explique pourquoi est-ce que le taux d'expansion lointain, donc dans le passé de l'univers, est différent de celui qu'on mesure dans l'univers plus proche, donc plus récent. Une façon de résoudre ce problème, peut-être de résoudre ce problème, c'est de mesurer la constante de Hubble par des moyens complètement différents que ce qu'on avait fait jusqu'ici. L'un de ces moyens, c'est la mesure des ondes gravitationnelles. Donc, elles ont été mises en évidence pour la première fois en 1973 par Taylor et Hulse. Ils ont le prix Nobel 93 pour ça. Mais la première détection directe, c'est par LIGO, en 2015, la fusion de deux trous noirs, ce qui vaudra aux architectes de LIGO et Virgo le prix Nobel 2017. Et 2017, c'est aussi le moment où on a détecté la première fusion de deux étoiles à neutrons, ce qui produit un signal beaucoup plus long et qui nous permet d'évaluer la constante de Hubble. Et sur la base de ce seul événement, on mesure une valeur de 70 km par seconde par mégaparsec, avec une énorme barre d'erreur, évidemment, un seul événement. Mais il suffira d'une vingtaine ou une trentaine d'événements de ce type pour réduire la barre d'erreur et permettre d'arbitrer entre les deux valeurs, ou peut-être d'en donner une troisième, ce qui fera qu'épaissir le mystère. Mais en tout cas, c'est toujours une bonne chose d'avoir plus de données pour arbitrer un problème. Alors qu'est-ce qu'il nous reste d'autre à connaître ? Avec le modèle lambda CDM, c'est formidable, on sait plein de choses, sauf qu'on a fait un gâteau avec des ingrédients dont on connaît à peu près rien. Par exemple, la matière noire. Les particules de matière noire ne sont pas prédites par le modèle standard de la physique des particules. On n'a aucune particule qui remplit le cahier des charges d'une particule de matière noire. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Alors, une possibilité, c'est qu'on n'ait pas besoin de matière noire. Parce qu'on infère l'existence de matière noire de la confiance qu'on a dans nos lois de la gravitation. D'accord ? Mais il se pourrait qu'on se trompe sur la nature de nos lois de la gravitation. D'accord ? Et donc, on a une classe alternative de théorie qu'on appelle monde, pour Modified Newtonian Dynamics, qui nous disent peut-être que c'est pas qu'il y a de la matière noire, c'est juste que nos lois de la gravitation ne sont pas aussi exactes que ce qu'on aurait pensé. Ça reste un candidat en lice, ça n'a pas l'adhésion de la majorité, mais ça demeure une possibilité. Autre question, quelle est la nature de la constante cosmologique ? On n'en sait toujours rien. D'accord ? Est-ce que c'est une vraie constante, comme la constante de Planck, comme la constante de la vitesse de la lumière ? Ce serait une constante dans ce cas-là qui serait liée à la géométrie globale de notre univers, ou alors est-ce que c'est un nouveau champ élémentaire dont on ne sait rien, qui a des propriétés baroques. En tout cas, pour l'instant, les tentatives d'expliquer la constante cosmologique comme résultant des fluctuations quantiques des champs déjà connus dans le modèle standard donnent une prédiction théorique qui est 10 puissance 120 fois la valeur observée, donc c'est la pire prédiction de la physique théorique. Donc on n'est vraiment pas bon sur ce coup-là. Donc le mystère est très épais. Alors, autre question qui existe encore, par exemple, est-ce qu'on est capable de déterminer la topologie de l'univers ?
grâce aux mesures de Planck, on est capable de dire que la courbure de l'univers est zéro, hein, l'univers est plat, mais ça ne nous dit rien sur sa topologie a priori. Et donc peut-être qu'un jour on sera en mesure d'arbitrer et de décider quelle est la topologie de l'univers. Est-ce qu'elle est triviale, non triviale? Est-ce que c'est un hypertor? Est-ce que c'est quelque chose de plus compliqué? Autre question épaisse, la symétrie matière-antimatière. On n'a toujours aucune idée de pourquoi est-ce qu'il y a autant de matière dans l'univers. Normalement, la matière et antimatière sont produits en même proportion, idéalement. Et du coup, normalement, l'univers aurait dû être largement peuplé de radiation. Mais en fait, il y a quasiment que de la matière. Et pour l'instant, le modèle standard de la physique des particules prédit un léger excédent de matière sur l'antimatière, mais pas suffisamment pour expliquer l'abondance de matière observée. Donc, encore une fois, un problème important. Et puis, finalement, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut percer le brouillard des premiers instants? Par exemple, est-ce qu'on peut valider ou non les modèles d'inflation? Je rappelle que les modèles d'inflation, c'est ces mécanismes qui veulent que très tôt au début de l'univers, il a connu une phase d'expansion exponentielle qui aurait lissé toutes les inhomogénéités, ce qui expliquerait pourquoi l'univers primordial était à ce point homogène et isotrope, ainsi qu'en témoigne le CMB. Le problème, c'est que la physique auquel fait appel ces types de modèles est complètement spéculative. Il faut appel à un champ qu'on appelle l'inflaton, qu'on n'a jamais vu nulle part. Bon, donc on n'en sait rien. Et puis, si on veut vraiment pousser toujours plus loin et comprendre l'origine ultime de notre univers observable, on n'aura pas le choix. Il nous faudrait une théorie de la gravitation quantique. Mais ça échappe à tout le monde depuis 90 ans et on n'a pas fait de progrès. Donc, il y a beaucoup de travail qui reste à faire. Il y aurait d'autres questions à poser, mais il me semble que celles-là, c'était parmi les plus importantes. Et quiconque fait une percée au regard de l'une ou l'autre sera, à mon avis, garanti d'avoir un prix Nobel rien que pour lui. Et ça sera donc peut-être le sujet d'autres exposés dans le futur. Merci en tout cas.